s'intéresser au IP Physics Internal Assessment et on va s'intéresser en particulier aux parties 2 et 3 du compte rendu du TP, c'est-à-dire le recueil et traitement des données, présentation des résultats, ce qu'on va appeler plus tard RTD pour aller plus vite, et la partie 3, conclusion et évaluation. Alors on va tout baser sur un exemple qui est simplement la détermination de la densité du cuivre. Je précise que c'est une expérience simple, tout simplement parce que la relation qu'on va avoir entre les variables sera automatiquement tout de suite proportionnelle. Et donc le traitement des données sera un traitement de données, on va dire, minimal. C'est parti. Partie 2, recueil et traitement des données, présentation des résultats. On commence par le recueil des données brutes. Ça doit toujours commencer par une petite discussion sur les incertitudes qu'on va choisir pour les instruments de mesure. Donc voilà, la première mesure qu'on a, c'est la masse. C'est notre variable indépendante. Indépendante parce que c'est nous qui allons choisir les masses qu'on va utiliser dans l'expérience. La masse, on l'exprime en grammes. Elle est mesurée avec une balance électronique qui va donner des valeurs au dixième près, donc une décimale. Pour cette raison-là, on prendra comme incertitude une valeur de plus ou moins 0,1 g. Pour la variable dépendante, donc c'est la variable dont on ne connaît pas les mesures, les valeurs avant de faire l'expérience, ça sera le volume d'eau dans l'éprouvette. Donc l'éprouvette peut mesurer des volumes au millilitre près. Donc la loi dit qu'on devrait normalement prendre cette plus petite unité divisée par 2, ce qui nous donnerait plus ou moins 0,5 millilitres. Mais dans la mesure où on va simplement prendre des variations de volume, on aura donc deux lectures de volume à faire dans l'éprouvette. On peut à ce moment-là rajouter ces deux valeurs d'incertitude, donc 2 fois 0,5, ce qui va nous faire une incertitude de plus ou moins 1 millilitre. Une fois qu'on a fait cette petite introduction sur les incertitudes, on donne le tableau des données brutes. Alors le tableau, c'est simple. Vous avez la variable indépendante qui est la masse qui est sur la gauche du tableau, et ensuite sur la partie droite, vous avez le volume, donc la variable dépendante avec son incertitude, ses unités et les 3 essais. Notez que je donne un titre au tableau, je le numérote. On peut avoir au total dans un compte rendu de TP entre 2 et 3 tableaux. On n'en aura que 2 aujourd'hui. Donc les valeurs sont toutes rentrées. On a donc mis les incertitudes pour toutes les variables. Maintenant, on va passer au traitement des données. Alors le traitement des données fait l'objet d'un deuxième tableau. On fait simplement les moyennes des volumes. La masse reste la même, l'incertitude reste exactement la même. Donc je précise encore, on garde toutes les unités, on les fait apparaître dans le tableau. Donc voilà, moyenne des volumes en millilitres. Maintenant, pour l'erreur sur le volume, qu'on appelle delta V moyen, toujours en millilitres, il faut expliquer la méthode, c'est toujours la même. On fait le volume maximal moins le volume minimal divisé par 2. Et puis, il faut un petit peu regarder la valeur qu'on obtient et la comparer avec l'incertitude sur la mesure qu'on avait choisie au début, liée à l'instrument. Si on fait un petit calcul pour la première mesure qu'on avait obtenue, on s'aperçoit que le volume maximal était de 7, le volume minimal est de 6, et quand on divise ça par 2, ça fait 0,5. Et quand on le compare avec l'incertitude liée à l'instrument, qui était de 1 millilitre, c'est plus petit. Et on ne peut pas avoir une erreur qui soit plus petite que la mesure, que l'erreur faite sur la mesure de l'instrument. Donc on va garder dans ce cas-là 1 millilitre. On s'arrange aussi pour que cette erreur ne possède qu'un chiffre significatif, ce qui est le cas ici. Présentation des données. Il y a 2 étapes. D'abord, premièrement, donner le graphe. Donc le graphe doit posséder un titre, présenter la pente ainsi que les pentes maximales et minimales. Les axes doivent être nommés avec les unités, donc le volume moyen en millilitres, la masse en grammes. Le graphe doit être assez grand, quitte à l'imprimer sur une page seule, séparée, pour qu'on puisse avoir facilement l'accès à l'information sur les pentes. Ça, ce n'est que la première partie du travail. Ensuite, il faut donner les valeurs des pentes et les donner avec les chiffres significatifs corrects.
d'après mon graphique, j'ai une pente qui fait 0,11367. J'ai mis pas mal de chiffres. Millilitres par gramme, ça c'est important. Maintenant, pour trouver l'erreur sur la pente, on va simplement prendre l'écart entre la pente maximale et minimale divisé par 2. Alors d'après mon calcul, je trouve un chiffre assez long, 0,00765, toujours pareil en millilitres par gramme. Je m'aperçois que quand je regarde cette erreur, 0,007, le 7 correspond à la troisième décimale. Donc en fait, on va arrondir ce résultat. On va simplement prendre comme pente P égale 0,114114 plus ou moins 0,008 millilitres par gramme. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est essayer de voir si c'est quand même consistant avec les données brutes qu'on avait recueillies. Pour la masse, on avait entre 3 et 4 chiffres significatifs. En revanche, pour le volume, les données qu'on avait variaient entre 7 et 33 millilitres, ce qui fait un intervalle à peu près 26, enfin exactement 26 millilitres. 26 millilitres, ça ne présente que 2 chiffres significatifs. Donc en fait, cette valeur de 0,114, on peut certainement la simplifier, l'arrondir pour donner une valeur un peu moins précise, mais qui est cohérente avec le nombre de chiffres significatifs qu'on a enregistrés. Donc on marquera P égale 0,11 plus ou moins 0,01 millilitres par gramme. Quels que soient les calculs que vous faites, vous devez en tout cas toujours justifier les opérations que vous allez faire. Ça, c'est la fin de la partie 2 sur recueil, traitement, présentation des résultats. Reste la conclusion et évaluation. La conclusion, premièrement, vous devez simplement discuter d'après la forme de votre graphique de ce que vous obtenez. Nous, on attendait d'après notre formule pour la densité qui est égale à la masse sur le volume à avoir une proportionnalité. C'est visiblement clairement ce qu'on obtient sur le graphe. Donc ça, c'est forcément à mentionner. Je redonne ensuite la valeur de la pente avec son erreur, de manière à pouvoir ensuite chercher la densité et faire le lien entre cette pente et la densité. Donc ma densité, c'est tout simplement 1 divisé par la pente. Une autre façon de l'écrire, c'est l'écrire pente puissance moins 1. Quand je prends la valeur de la pente, si je fais le calcul, je retrouve une densité qui fait 9,1 grammes par millilitre, ou grammes par centimètre cube, c'est exactement pareil. Et notez que j'ai gardé que 2 chiffres significatifs dans la mesure où la pente était donnée avec 2 chiffres significatifs. Maintenant, pour avoir l'erreur sur la densité, quand on fait ce calcul de D égale 1 sur P, c'est pas une addition, c'est pas une soustraction, c'est un passage à une puissance moins 1, donc je ne peux pas directement obtenir la valeur absolue de l'erreur, mais en revanche, je peux obtenir une erreur relative. Je vais avoir l'erreur relative sur la densité qui sera la même que celle sur la pente. Je peux en déduire facilement l'incertitude absolue, l'erreur absolue, qui sera simplement delta D égale D fois l'erreur relative sur la pente. Je fais mon calcul, je trouve 0,8 g par millilitre, ce qui me permet d'obtenir mon résultat final expérimental. Donc ma densité du cuivre est égale à 9,1 plus ou moins 0,8 g par millilitre. Ce qui veut dire aussi que donc, la densité que j'ai obtenue est comprise dans un intervalle entre 0,3 et 9,9 g par millilitre. Maintenant, il va être temps de comparer cette valeur avec la vraie valeur. Donc la valeur réelle, moi j'ai été la trouver sur online, sur un site dont j'ai donné les références à la fin du travail. Simplement pour mentionner cette référence, on la met entre crochets juste à côté de la valeur que je mentionne. Donc la densité réelle c'est 8,92 g par millilitre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite calculer le pourcentage d'erreur entre ma valeur expérimentale et la valeur donnée par mes informations. Et je vais trouver 2% d'erreur, ce qui est très très peu, donc j'ai fait une expérience qui est plutôt pas mal. Aussi pour vérifier que mes résultats sont corrects, je vais regarder l'intervalle dans lequel je devrais normalement pouvoir trouver la densité. D'après l'erreur que j'avais trouvée sur la densité, je devrais normalement avoir des valeurs comprises entre 8,3 et 9,9. Et bien mon 8,92 est vraiment compris dans l'intervalle de mes barres d'erreur. Donc les résultats semblent
dernière partie sur cette petite conclusion, c'est d'arriver, avant de commencer à faire la liste des problèmes, à essayer de voir, d'identifier les problèmes à partir notamment du graphe. Le graphique peut montrer éventuellement des signes d'erreur systématique ou d'erreur aléatoire. Alors, une erreur systématique, ça serait par exemple une droite qui ne passerait pas par 0, alors qu'on l'attendrait, on l'attend effectivement qu'il passe par 0. Dans notre cas, la droite passe presque par 0, elle passe à 0,34 ml, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine, ce qui est très très proche de l'origine. De même pour les erreurs aléatoires qui pourraient être liées à plein de problèmes, par exemple de l'eau qui serait sortie de l'éprouvette pendant les manipulations. Normalement on peut les distinguer si on voit des points qui sont un peu éparpillés, qui ne sont pas alignés par exemple, ou alors avec des barres d'erreur qui sont très très grandes pour certains points. Sur mon expérience, d'après mon graphique, je vois que les points sont bien alignés et que les barres d'erreur ne sont pas très grandes. J'ai fait un petit calcul très simple. Pour la première valeur, on avait un volume de 7 ml avec une erreur de plus ou moins 1, ce qui nous fait 14% d'erreur. Et le dernier point a une valeur un pourcentage d'erreur de 3%, c'est-à-dire je crois 33 ml divisé, 1 ml divisé par 33, multiplié par 100, ce qui nous fait ces 3% d'erreur. Donc les erreurs ont l'air petites, les points alignés. Visiblement l'expérience a plutôt bien marché, et donc peu d'erreurs systématiques et peu d'erreurs aléatoires. Ce ne sera pas toujours le cas évidemment par la suite. Dernière partie, une fois qu'on a pu identifier éventuellement des problèmes, ce qu'il faut faire, c'est évaluer la procédure. C'est une partie qui est un peu plus compliquée. Ça peut être très compliqué justement quand l'expérience a très très bien marché, parce qu'il peut y avoir finalement peu de problèmes. Mais en général, ce que vous devez faire, c'est proposer les problèmes et surtout arriver à essayer d'estimer un effet sur les résultats ou sur les données. Mentionner un problème seul sans arriver à essayer de voir quelles sont les conséquences sur les résultats finaux, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc l'idée est de présenter ces évaluations sous forme d'un tableau avec 3 colonnes, les problèmes de l'expérience, essayer d'écrire les effets sur les résultats, et puis la dernière partie, arriver à proposer des améliorations. Donc en général, on peut vous donner des points si au moins vous avez proposé, on va dire, 2 problèmes pertinents, des améliorations pertinentes. Si vos explications sur les problèmes ne sont pas très pertinentes, du style donc l'appareil ne marche pas, j'ai pas le temps de finir, mon voisin qui m'a fait bouger, etc. Ce genre de mentions ne sont pas très intéressantes, et en tout cas absolument pas pertinentes. Donc en général, on ne tient pas compte de ça. Donc il faut vraiment essayer de trouver des problèmes techniques importants, de bien savoir les décrire, et le plus possible de pouvoir essayer d'expliquer quels sont les effets sur ces résultats. Juste à la suite du tableau, vous voyez que j'ai placé la référence qui était la valeur de la densité du cuivre, dont je cite mes références toujours à la fin du devoir. Ça peut être l'adresse d'un site, ou ça peut être l'adresse, en tout cas les références du livre